8h20, merci d'avoir choisi Radio Pays et Pays Matin pour vous accompagner. Nous sommes déjà le mardi 28 février 2023. Depuis ce matin 5h, nous partageons l'essentiel de l'actualité ensemble, les amis, notamment qui nous a mené à Matoury, à la gendarmerie, qui a subi une tentative de cambriolage. Ils étaient 7, comme les 7 mercenaires. Mais là, plus pieds nickelés, qui se sont fait arrêter et qui auront affaire à la justice. On en parlait avec Rudy Stephenson sur la manière dont les choses peuvent être perçues. Nous avons également parlé de la présidente de la Creux qui est présente en Guyane, Emmanuelle Vargan, qui depuis dimanche et ce jusqu'à demain va enchaîner les visites, notamment avec au programme, elle discutera des problèmes d'alimentation électrique du territoire. Nous sommes partis à Paris et nous avons vu que l'outre-mer était vraiment très bien représenté cette année avec nos compatriotes qui sont présents, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, pour la première fois à Wallis et Futuna, la Martinique, qui en chacun dans leur domaine ont envie de montrer leur savoir-faire. Nous en parlerons de manière beaucoup plus large dès demain sur Radio Pays avec Dominique Nugent, et nous serons en direct en Facebook Live de ce salon de l'agriculture avec le grand rayonnage outre-mer qui est excellent. On va même le baptiser le salon de l'agriculture de l'outre-mer, tellement nous prenons de la place chaque année. Nous avons aussi posé cette question, à savoir quelle était la place véritable dans notre économie guyanaise du spatial. Il y a des choses qui se font, il y a un poids financier qui est conséquent et nous aurons le temps de développer bien entendu tout cela sur les réseaux, mais à travers des émissions où nous allons voir concrètement où cet argent est investi et à qui il sert véritablement. Et puis Ayo Dali Germain était au cinéma pour l'une des dernières séances du film Tirailleurs, qui est l'un des films événements de ce début d'année 2023 avec l'excellent Omar Sy, et qui a rappelé aux Guyanais les plus anciens d'entre nous un pan de notre histoire, celle du XXe siècle, avec notamment cet épisode douloureux des tirailleurs sénégalais. Et ça a pu faire écho, ce qu'ils ont pu voir à leurs souvenirs d'enfance et même totalement. Aux histoires qu'on a pu leur raconter. Oui, j'ai vu des jeunes, des moins jeunes également, qui ont regardé ce film vendredi dernier et qui étaient en larmes, très émus. J'étais un peu en larmes également, tranquillement, mais c'est passé par là. Et il y a de l'émotion, il y a toujours de l'émotion. L'émotion est nécessaire pour créer des produits de qualité. Ce matin, nous allons parler d'un produit qui est excellent, qui mérite d'être découvert, mais au-delà même du produit Ayo, on va parler d'une aventure humaine, de connexions qui se font de manière parfois improbable, mais qui peuvent mener à de grandes choses. Ce matin, nous parlons de bande dessinée, mais pas que. Exactement. Il s'agit de la planète Taku, qui a été fondée par Terry Dupré il y a plusieurs années de cela, et on y croyait dès le départ, mais on ne savait pas qu'il serait aussi tenace, parce qu'il a financé l'ensemble de ses BD par financement participatif. Il a essayé pendant presque 2 ans de se faire soutenir, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Mais le travail y était, la ténacité également, et aujourd'hui, on en est au tome 5, et il s'appelle Planète Taku. C'est un Kempty, nous en dira plus dans quelques instants. Terry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Gamal Ossenbux également est avec nous, qui est imprimeur, et depuis 2 ans, vous vous êtes rencontrés justement autour de ce projet pour l'aider justement, dans la mesure où c'est très compliqué aujourd'hui de se faire financer une BD en Guyane. On en parle avec toi également. Bonjour. Bonjour. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro, tirez dessus, mettez-vous à l'aise, afin que l'on puisse vous entendre. On parle d'un manga, déjà, c'est ça, un manga. C'est contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et qui sont toujours étonnées, mais il y a une véritable culture de manga en Guyane. Il y a énormément de lecteurs, des personnes qui, comme moi, ont sillonné les rares libraires, mais qui avaient des rayonnages de manga qui étaient bien fournis à l'époque et qui ont passé des heures à regarder les dessins animés, mais qui avaient l'extension à travers le livre, parce que nous voulions déjà à l'époque connaître les histoires, savoir ce qui se passait. Thierry, comment on passe de l'amour de la lecture des mangas à s'imaginer, à construire son manga et surtout respecter les codes, parce que c'est très codifié? Oui. Alors comment on passe de cela? Déjà, on lit des œuvres comme j'ai pu le faire quand j'étais petit. Oui. Donc d'abord j'ai découvert à travers l'animation avec le Club Dorothée. Comme tout le monde. Comme tout le monde, Dragon Ball, Senseiya, oui. Otonoken. Exactement. Et du coup, Quel est le survivant pour ceux qui ne survivant voilà. Nicky Larson, City Hunter, voilà. Parce qu'il y a l'adaptation. Et du coup, donc on découvre ça qu'on est petit, on adore, on adhère, ça nous plaît. Et petit à petit, on grandit, on devient adolescent et on tombe sur une œuvre. En fait, pour moi, ça a été Kenshin, Rurouni Kenshin, donc Kenshin le vagabond. Ouais. Qui se passe entre l'ère Meiji et l'ère Edo. Donc dans un Japon médiéval. Avec plein de codes, avec plein de codes, plein de fantaisie, et je me suis trouvé projeté dans cet univers qui m'a donné envie de connaître le Japon en fait. Donc j'ai vraiment adhéré, c'est avec on retrouve vraiment les designs des personnages, des samouraïs, comment ils vivaient en fait.
et tout. Et ça m'a marqué, je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai eu envie de connaître le Japon. Donc j'ai pu y aller en 2010. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas aussi un manga dans lequel, justement, je reprends les codes qui m'ont marqué et j'y intègre, en fait, ma culture. Mais comment je peux faire? C'est-à-dire qu'il me faut un art martial. Donc je découvre le Jokan. J'ai rencontré Yannick Théolade. Et du coup, je pratique le Jokan, justement pour comprendre les codes du Jokan. Une fois que j'ai réussi à comprendre, et je continue aussi à collaborer avec Yannick, je réintègre en fait le Jokan dans mon univers. Je l'intègre dans mon univers. Et du coup, c'est petit à petit comme ça en fait. C'est plusieurs éléments. Donc ma culture, les codes du manga, l'art martial. J'intègre le tout sur une planète que j'ai appelée la planète Taku. Et ça donne ce résultat. On se rappelle tous du moment où on a essayé de dessiner Sangoku, au moment où il devient Super Saiyan, il me semble. Oui, mais on n'est pas devenu auteur de manga comme toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, surtout lorsqu'on sait les périples que tu as pu rencontrer dans cette aventure-là? Alors, ce qui m'a poussé à le faire, c'est vraiment le fait de ne pas réussir en fait. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs embûches, plusieurs obstacles, divers et variés, surtout financiers. Et du coup, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ça bloque ici? C'est-à-dire qu'il y a une demande, il semble y avoir une demande. Pourtant, ça ne suit pas derrière. Donc, au lieu d'abandonner, je continue en fait. Je me dis, bon, j'essaye une méthode, ça ne fonctionne pas. Je veux qu'on me continue pour cette méthode-là. C'est bon, ça. On va essayer une autre méthode. On va essayer une autre méthode, et ainsi de suite. Est-ce que justement, si ça a bloqué, est-ce que ce n'est pas un problème générationnel? Je m'explique. Nous sommes de cette génération qui a grandi avec le Club Dorothée, avec déjà à l'époque le regard un peu incompréhensif de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi nous regardions ce qui pour eux était de la violence exacerbée, parce qu'on était confrontés à cette réalité. C'était très censuré, malgré tout. Hein. Malgré tout, c'était très censuré. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. On a eu les premiers épisodes quand même qui étaient pas censurés, les premiers. Après, oui, ça a été très censuré. Mais lorsque dans toute la série, en plus, on les a tous eu quasiment en même temps. Cobra, Ken le Survivant, City Hunter, Goldorak, et on les a tous eu. Est-ce que ce n'est pas justement ce même problème de génération qui a tout simplement glissé de notre adolescence à l'âge adulte? C'est-à-dire que ces personnes qui ne comprenaient pas quand on avait 14, 15 ans, qui 15 ans, 20 ans plus tard, ne comprennent toujours pas ce dont il s'agit. Alors oui, c'est vrai, ça joue aussi. C'est vrai que pendant très longtemps, les bandes dessinées ont été considérées comme pour enfants, en fait, destinées aux enfants. Pour beaucoup, ce n'est pas de l'art. Ouais, pour beaucoup, ce n'est pas de l'art aussi. Et pour beaucoup, ce n'est pas un métier non plus. Et oui, c'était surtout destiné aux enfants, alors que non, c'est-à-dire qu'il y a des bandes dessinées pour adultes. Il y a des bandes dessinées sérieuses. En fait, il y a pour tout public, en fait. Il y a plusieurs types de BD. Et je pense que ça a dû jouer. Mais je voulais faire aussi un parallèle entre la mentalité européenne que nous avons et la mentalité asiatique. C'est-à-dire que que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. C'est-à-dire que nous, par exemple, je prends un exemple. Que ce soit un médecin au restaurant, enfin, on va plutôt prendre l'exemple du médecin, il est plus parlant. Surtout avec la Chine. Quand un médecin est rempli, quand il y a beaucoup de gens, nous, avec notre mentalité, on va y aller. C'est-à-dire qu'on va dire, ça veut dire qu'il est bon, on va y aller, en fait. Voilà. Donc, on va faire la queue. Donc, faut que ça fonctionne déjà. Alors qu'en Chine, le médecin, il faut qu'il y ait personne chez lui. Il faut qu'il y ait personne chez lui, parce que s'il y a beaucoup de monde, ça veut dire qu'il n'est pas compétent. Il n'est pas bon. Il est pas bon. Voilà. Gamal Hossein-Bus, justement, toi, tu je voulais, parce que Thierry est trop modeste, je voulais revenir un petit peu sur son parcours et sur l'itinéraire. C'est quelqu'un qui a été à l'école du dessin. Il a été formé, il a travaillé dans une grosse structure de production qui s'appelle Silam. Il était notamment sur les projets comme Oggy et les cafards. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part et qui tente de mettre un projet en place. C'est quelqu'un qui a un retour d'expérience, c'est-à-dire qui s'est formé. Donc là, c'est vraiment à l'intention de tous les auditeurs qui nous écoutent, les jeunes. D'abord, on commence par se former. D'abord, on commence à faire ses armes. Ensuite, on intègre des structures, voilà, où on a un retour d'expérience. Voilà, il a été comme je dis, dans la maison Xilam qui faisait. Xilam qui est l'une des maisons de référence du dessin animé. Et pour aller plus loin dans ce que vous dites, Gamal. Ce n'est pas simplement qu'un phénomène français, Oggy et les cafards. Il faut prendre du recul, voir un peu comment ça s'est élargi au monde. Et il y a des traductions de Oggy et les cafards partout. Donc c'est vraiment un phénomène mondial et qui depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans déjà, surfe sur beaucoup plus. Il y avait déjà des dessins animés de Xilam qui passaient à la télé. Il a clairement travaillé sur le dessin animé. Donc voilà, il a un retour d'expérience. Et là, il se dit, tiens, je vais mener mes projets. Et là, c'est intéressant de savoir qu'il faut avoir ce parcours-là
aussi pour pouvoir mener un projet Bien comme sûr. ça. Et même si on a ce parcours, c'est difficile parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a les freins et le défi du financement derrière. Maintenant, je revenais sur la censure parce qu'il y a quand même une information qui était importante à dire aux auditeurs, c'est le fait que les clubs Dorothée avaient commencé à être censurés, notamment par quelqu'un qui est très connu aujourd'hui, mais à l'époque un peu moins. C'était Madame Ségolène Royal. Absolument. Effectivement. Qui avait C'est elle qui avait mené la qui avait bataille. fait une tribune à l'époque. Elle était députée. Totalement. Elle avait fait une tribune et disons que le club Dorothée, le mercredi après-midi, parce qu'il faut comprendre que nous sommes à cette époque où le club Dorothée avait une tranche de diffusion de 4 heures Totalement. hebdomadaire tous les après-midi. Elle avait fait une tribune en disant que elle avait comparé le club Dorothée à un cancer du cerveau pour les enfants. Totalement, Voilà. c'est ça. Et c'est On comme ça est que... tous cancéreux Et aujourd'hui. les trentenaires n'ont pas oublié, et c'est peut-être pour ça qu'elle a pas pu gagner. Oui, bon, je crois Ouais. qu'on s'est rappelé. Sans doute. Elle a contribué à la fin du club Dorothée. Totalement, Oui. c'est ça. C'est elle concrètement, elle a mené vraiment une campagne, Oui. un lobbying contre. Mais on adorait Nicky Larson. C'était très Totalement. censuré, mais on comprenait Oui, quand même totalement. que c'était un gars un peu vicieux. Mais moi, j'avais une question pour Elle a toi. retenu que ça. Surtout les dessins animés. Elle a retenu que Nicky. Moi, j'adorais Nicky Larson pour des tas de raisons, mais on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Gamal, dis-moi, sur cette façon dont tu accompagnes finalement Thierry Dupré dans son aventure, on parlait de l'imprimerie aujourd'hui qui était compliquée pour tous ceux qui se lançaient dans l'aventure. Comment vous êtes rencontrés déjà et de quelle manière est-ce que c'est soutenu ce projet à partir de ton imprimerie? Eh ben, tout simplement, c'est la société LNBL. Nous, ce qui s'est passé, c'est que c'était une rencontre avec Thierry. Au début, il était venu pour des impressions tout à fait banales. Je crois que c'était une affiche. C'est bien Ouais, ça, des c'est affiches, ouais, j'ai imprimé des Ouais, affiches. c'est des affiches pour mettre dans un CDI, tout simplement, et pour faire la promotion du manga. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé la démarche intéressante. J'ai trouvé qu'il était un ambassadeur de la culture locale, de notre culture, dans la mesure où il utilisait le jogan, où il avait essayé d'intégrer son univers dans un univers familier, culturel commun à nous, et que c'était quelque chose d'inédit. Ça veut dire que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait tenté l'aventure comme lui? Il m'a expliqué que non, qu'il était le premier sur ce segment-là. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est incompréhensible. On est sur du manga, c'est l'un des styles littéraires les plus consommés en France, si ce n'est le style littéraire le plus C'est consommé. le plus consommé. Voilà. Et là, on a un ambassadeur de notre culture territoriale qui est là, qui est en train d'essayer de se démener à faire le truc, et le truc, il perce pas, je comprends pas, parce qu'on est toujours en train de parler de patriotisme, d'économie circulaire et de ce genre de choses. Je me dis, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? On commence à discuter. Vous n'allez pas arriver tout de suite et vous allez dire à quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, bon tiens, je vais t'accompagner ou un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à échanger. Bon, moi aussi, comme vous, j'ai regardé Dragon Ball Z et toute la bande. Je suis un amateur Moi, aussi. c'était Sailor Moon. J'ai un peu honte. J'ai mais regardé c'était aussi ça. Sailor Ouais. Moon. J'ai regardé aussi. Cat Size. Un peu J'ai moins, honte. un peu moins. J'ai honte, mais j'ai regardé aussi Cat Size Ouais. et ce genre de trucs. Il y avait Olivier Tom Ouais, et ce genre de ouais. choses. Donc Oh voilà. là là. Il y en avait Le pour bon tous les vieux goûts. temps. De toute façon. Ouais, Il y avait franchement, pour tout. Mais c'est diversité. la force des Japonais d'ailleurs de pouvoir Toucher tout le monde. s'attaquer à des domaines où ils n'ont aucune expertise à l'époque, bien avant que l'équipe du Japon de foot puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Olivier Tom, le volleyball, le tennis. Totalement. L'histoire ils ont- française basket également avec Lady Oscar, parce que Lady finalement, Oscar, ils oui, étaient totalement. très Lady Oscar, francophiles beaucoup et très intéressés par ont l'histoire pu française. comprendre. Thierry, lorsqu'on est dans la culture du manga, parce que je suis un passionné de manga également, le manga est l'extension visuelle des haïkus. Il y a une philosophie, les haïkus sont des poèmes japonais qui sont très courts mais qui sont des philosophies de vie. Est-ce que toi, quand tu es parti au Japon, tu as quand même dû t'imprégner de ces haïkus pour comprendre, pour peaufiner ta vision du manga? Oui, mais je me suis surtout inspiré de, comment dire, c'est en allant là-bas, parce que j'ai visité Tokyo, mais après j'ai vécu un peu de temps avec des moines là-bas. Ah oui. Oui. Et ça m'a aidé aussi. Tu es devenu quasiment presque un personnage de manga. Voilà, j'étais dans un petit village qui se trouvait à une heure du Mont Fuji. Ouais. Et oui, je vivais avec eux. Et ça m'a permis en fait de m'imprégner justement de cette culture et de mieux comprendre. Mais du coup, tu me parles sur le site, quand on y va, on voit que ton manga, La Planète Aku, c'est un kemti, un genre qui a été inventé par un certain Jeuti Byong, qui est donc des images noires, kem pour noir, ti pour image. Pourquoi est-ce que tu as tenu à créer un genre en particulier? Parce qu'il n'y avait pas d'autre case dans laquelle tu pouvais t'intégrer, toi, avec c'est la juste création? que pour moi il me fallait un terme, c'est-à-dire que pour être cohérent, c'est-à-dire que en Europe on a la bande dessinée, aux États-Unis ils ont les comics, au Japon ils ont le manga, et il y a le manhwa en Corée. Et je me suis dit que pour nous, pour la diaspora africaine, il fallait un terme.
Donc quel terme? Et je suis tombé sur Jyoti, qui justement lui, pour le coup, il s'inspire des bandes dessinées franco-belges, parce que lui, c'est vraiment très historique. C'est vraiment lié sur l'histoire de l'Afrique. Donc là, il renarde tous les effets historiques qu'on ne trouve pas forcément dans les livres d'histoire à l'école. Et du coup, j'ai trouvé ce terme intéressant. Donc j'ai échangé avec lui, on a pu se rencontrer, on a parlé. Et le terme il est d'origine africaine, il est d'où? De quel pays? Alors je me souviens plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises. D'accord, il est africain. Mais il est africain. Mais ouais, on a échangé là-dessus. Et du coup, j'ai aimé le terme Kempti. Je me suis dit, ah oui, terme Kempti, en plus c'est un terme court, exactement comme manga. Ça sonne un peu comme un terme japonais. Voilà, c'est ça, exactement. C'est court, en plus image noire. Donc l'image, on trouve l'image dans le terme. Noir, donc tout. Ça a été déposé du coup? Une marque? Je sais pas du tout, j'espère qu'il l'a déposé parce que j'espère aussi. Moi je l'ai pas déposé, mais pour le coup, vu qu'il a inventé, vaut mieux que ce soit lui. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'en parle, je cite son nom parce que j'ai demandé l'autorisation d'utiliser le terme. Il a accepté, donc voilà. Ce sont quand même des visions qui moi je trouve extraordinaire. Je trouve d'abord très courageux que vous puissiez vous lancer dans cette aventure parce que c'est le paradoxe guyanais comme dans plein de choses. Nous sommes une communauté de 200 à 300 lecteurs de mangas en Guyane réguliers qui connaissent les histoires, qui voient l'évolution des personnages, qui connaissent également le prix de ce qui pourrait être également l'avenir pour vous, les planches de manga. Parce qu'il y a certains dessins qui ne sont jamais adaptés en film, en dessin animé, qui sont peut-être sortis à très peu d'exemplaires en manga, mais toute la valeur du dessin, la cryptographie, tout ce qu'il y a autour, c'est hyper important. Est-ce que aujourd'hui, pour pouvoir, est-ce qu'on a bien compris que toi tu veux partager quelque chose sur le territoire guyanais, avec les Guyanais, avec ton peuple, est-ce qu'il y a une éducation à faire? Est-ce qu'il y a une pédagogie à faire pour arriver à faire comprendre la valeur du travail que vous menez aujourd'hui? Je pense que oui, en fait, il y a un travail à faire là-dessus, mais ça viendra avec le temps. C'est-à-dire que je pense qu'il est un peu peut-être trop tôt. On doit commencer par quoi? Ben, on le fait là. Bon, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, ça veut dire que, je me permets, hein. C'est ce qu'on fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les antennes, Thierry, il a été reçu une dizaine de fois depuis. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans la continuité, où il fait la promotion de son travail. On est en train d'essayer de mettre en place des partenariats avec des grosses structures sur le territoire. Et c'est tout le monde qui doit le faire. C'est-à-dire il n'y a pas que nous qui devons le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le territoire doit s'approprier. Aujourd'hui, on est sur vos antennes. Il y a des gens qui nous écoutent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout simplement, aller sur le site, sur les réseaux sociaux, mettre un petit j'aime par-ci, par-là. Bon, ils ont peut-être pas les moyens de s'acheter le manga, mais en mettant un j'aime, eh bien, ils crédibilisent l'activité, ils crédibilisent le compte Instagram, ils crédibilisent l'auteur. Parce que là, on va se dire, ah, c'est quelqu'un qui... Parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans ce monde-là, complètement virtuel, où quand quelqu'un qui vient vous voir et dit, voilà, j'ai 10 000, 20 000, 100 000 followers, et ben là il pèse, il est crédible. Et bien là, en termes d'impact de communication, il est crédible. Ben, si effectivement il y a des personnes qui peuvent pas se diriger vers l'acquisition de ces ouvrages, et bien c'est pas grave. On valide la démarche et on fait ce qu'on est en train de faire, ça veut dire de promouvoir. On dit, vous savez, ce matin j'ai écouté quelqu'un qui est en train de faire un Kempti, c'est un manga avec des personnages afrodescendants, parce que là, et l'intérêt, c'est ces personnages afrodescendants permettent à la jeune communauté de pouvoir s'identifier, parce qu'avant ce genre d'initiative, les jeunes, ils lisaient des mangas, peut-être qu'ils ne pouvaient pas s'identifier, il pouvait pas y avoir le phénomène de catharsis qui se produisait entièrement. Là, c'est possible. L'univers, il est familier. Dans le tome 5, eh bien, il y a tout simplement à un moment donné les cartes de la Martinique, de la Guadeloupe qui sont comme ça sur une planche. Donc pour un ultramarin qui voit son territoire représenté sur des planches, eh bien c'est familier, ça fait plaisir, ça donne, ça dit que voilà, on n'est pas à l'extérieur du monde, on est capable d'intégrer ce monde, cet univers, on est capable de pouvoir intégrer la bande dessinée. Et il y a des choses que Thierry fait qui sont malheureusement pas suffisamment relié sur le territoire, notamment que lorsqu'il va à la Japan Expo, qui est le plus grand rendez-vous européen de la Japan Culture, le plus grand rendez-vous européen de la Japan Culture, il est le seul représentant du territoire, c'est un ambassadeur de notre territoire, parce que lorsqu'il présente ses œuvres à ce genre de salon, eh bien, tout de suite, on lui demande, mais vous venez d'où? De la Guyane. Et là, il place la Guyane sur la carte. Exactement. Voilà, totalement. Et là, on se dit, voilà, ça veut dire que dans ce territoire-là, lorsque on parle de territoire de l'excellence, eh bien, on est clairement sur ce segment-là. Ça veut dire que sur un segment où on va représenter le territoire à la Japan Expo, où ce territoire, on arrive à le fixer
fixer dans l'inconscient collectif auprès de ces populations et de tout simplement les amener à apprécier le travail qui peut être réalisé sur cette population. Et parfois, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont dit, bah tiens, on va déclencher un voyage parce que du coup, c'est en Amazonie, ce genre de choses. Donc, il n'est pas juste ambassadeur de sa bande dessinée, il est vraiment ambassadeur du territoire. Et encore une fois, pour faire la promotion de tout ça et cette éducation, c'est tout un tas chacun qui doivent le faire. Je pense que dans les jours à venir, par exemple aux Antilles, notamment en Guadeloupe, ils ont un festival qui s'appelle le CARICOM, qui est un festival là aussi où Thierry il a participé. À un moment donné, il était invité d'honneur au CARICOM. Caribule, excuse-moi. C'est Caribule. C'était le Caribule, il était invité d'honneur au Caribule. Il a pu présenter l'œuvre aussi. Et là, les Guadeloupéens, les Martiniquais, ils ont pu se rendre compte qu'en Guyane aussi, vous avez la capacité de réaliser des choses. Donc en fait, il n'est pas juste ambassadeur de sa personne avec son trait de crayon. Il est vraiment ambassadeur du territoire pour dire que dans ce territoire, on est capable de faire des choses. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tous les auditeurs à diffuser au maximum l'information. Là, aujourd'hui, on a une campagne Ulule qui se déroule sur Internet, de soutenir cette campagne. Alors là, soutien financier, ou si c'est pas soutien financier, comme je dis, un petit j'aime. Un petit partage. On sait mettre un petit j'aime pour des bêtises. Eh bien, là, pour des choses utiles. Pour des choses utiles, eh bien, ça va crédibiliser notre action. On va savoir faire ça également, effectivement. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette campagne Ulule? Comment est-ce qu'on fait pour aider, et surtout comment derrière on peut soutenir le projet par la suite? Oui, alors il suffit d'aller sur Ulule, donc taper Ulule sur Google. Ulule, c'est U-L-U-L-E. La planète Taku, Taku T-A-K-2-O, et on va tomber en fait sur les différentes campagnes. Donc c'est la campagne du tome 5, et pour pouvoir participer, il y a plusieurs packs. Donc il y a le pack du tome 0, ceux qui le souhaitent, donc le tome 0. Le tome 0 qui finalement n'est pas arrivé tout en premier, il est arrivé l'année dernière. D'accord. Sortie l'année dernière, qui est en couleur. En fait, c'est la toute première histoire que j'avais écrite pour le court-métrage. T'as dit l'enfant du désert. Donc, il y a un pack pour l'avoir. Il y a un pack pour avoir le tome 1. Ensuite, il y a un pack pour avoir le tout, en fait. Tous les tomes. Tous les tomes. Montrer, oui. Qu'on peut retrouver sur la campagne Ulule. Ulule, U-L-U-L-E. Y compris le tome 5, qui sort en juillet. T-A-K-O-O. Le dernier tome, le tome 5, qui est en cours d'impression en ce moment, est sur le thème du vaudou. Et on sait comment le vaudou a eu des jours très, très difficiles. On sait également comment il a permis à certains peuples de se libérer d'une certaine forme d'oppression. En Haïti, par exemple, où Toussaint Louverture était très axé sur la philosophie vaudou. Vaudou, pourquoi ce thème finalement pour ce cinquième tome de Planète Taku? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un fan de films d'horreur, donc j'adore les films de Romero. Ah bah oui, en même temps. Voilà. De Romero, de Wes Craven, il y a pire, ouais. John Carpenter. Ouais. Et en fait, donc la première chose, c'est que je voulais, donc c'est déjà lié à l'origine, donc par rapport à la culture vaudou. Donc au Bénin, parce que j'ai vécu au Bénin aussi quand j'étais petit, en 6e. Plus précisément dans le royaume du Dahomey. Dahomey, exactement. Voilà. Donc c'est une référence au film que j'adore, que j'ai adoré. Et me rendre compte au fait que avant je ne le savais pas, mais que le vaudou, que ça venait d'Afrique. Parce que quand on regarde les films, on ne sait pas en fait. Donc j'ai déjà ramené, comment on dit ça, c'est quoi le terme déjà? C'est l'église dans le village? Oui. L'église au centre du village. Voilà, au milieu du village. Donc rappeler que cette histoire de zombies, ça vient de la culture africaine. Les morts vivants. Voilà, le vaudou. Et donc ça aussi. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'introduire en fait la culture dans l'histoire, parce que pour moi en fait la planète Taku, c'est comme, enfin ma façon d'écrire, c'est un peu, j'aime bien la cuisine, j'aime bien cuisiner. Donc le premier tome pour moi c'est l'apéritif. Les 3 premiers tomes c'est l'entrée. Et à partir du tome 4, on arrive au plat principal et là on rentre vraiment dans le sujet. Et le tome 0 c'est quoi? On revient sur l'apéritif un peu? Ouais, c'est l'apéritif, voilà. Oui. C'est un petit bonbon. Mettez vos casques, messieurs, nous avons des appels ce matin pour vous. Thierry Dupré et Gamel Ossambux sont nos invités aujourd'hui. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Oui, en fait, c'était juste pour rebondir sur le côté le retour à l'enfance, parce qu'à travers l'émission, finalement, en fait, je pense qu'il y a peut-être plusieurs auditeurs qui sont revus étant enfants et peut-être leurs parents les initier ou aller vers ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire peut-être acheter des BD. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas forcément... Alors c'est vrai, c'est une question, parce que promotionner la BD, ok, mais est-ce que justement la BD ne prend pas un coup un peu avec les réseaux sociaux et tout ça? C'était un peu ça, quoi, l'idée. Et puis aussi, peut-être aussi le dessin en soi, parce que finalement, je pense que tous les enfants vont vers le dessin quand ils sont petits. Et ça a tendance à justement à se dissiper, en grandissant. Puis finalement, je pense que les enfants vont vers des activités diverses et variées.
Et moi perso, j'ai fait une école de dessin et je pense que ce serait bien judicieux de pouvoir peut-être mettre des structures comme ça en place. Ça permet aux enfants de se concentrer sur des activités qui lient la technique, l'imaginaire, le travail. Le dessin, c'est du travail aussi, parce que le dessin, ça se travaille, ça s'étudie, et c'est une activité très très intéressante. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. On prend notre appel, comme ça vous répondrez à tout le monde en même temps. Radio Pays, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Harry. Bonjour. Oui, c'est Ariot Bory. Bonjour Thierry. Bonjour. Oui, alors je vais donner une force à Thierry, alias TND. Parce que je l'ai rencontré lors d'une dédicace commune. Je sais plus où c'était, et en fait il m'a réconcilié avec le manga. Et ça, franchement, j'invite vraiment tout le monde à aller vers la planète Taku, parce que je valide. En fait, moi, j'ai été, comme vous disiez tout à l'heure, fan des dessins animés japonais, mais de là à aller vers le manga, c'est un pas que j'ai pas fait littérairement. Et quand j'ai découvert le manga il y a, on va dire, 15 ans, c'était avec mon filleul, que j'avais emmené dans une librairie, et je lui ai dit, achète ce que tu veux. Et le gamin revient avec des mangas. Et j'ouvre ça, et je lui dis, mais je t'ai dit, achète ce que tu veux comme livre. Ça, c'est pas un livre, parce qu'il n'y a pas de mots. C'est que splash, boom, tong, boom, truc, bang. Il y a pas de dialogue, quoi. C'est pas un livre. Et puis bon, après, pour lui faire plaisir, il a pris ses mangas. Et puis, les années sont passées, moi, j'ai jamais ouvert un manga. Et je découvre, Thierry, il y a 2 ans, on était sur ce salon, donc on a du temps, il n'y a pas tout le temps du monde. Et je regarde la planète Taku, et alors déjà, au-delà du graphisme, et effectivement, au fond africain, donc forcément ça touche. Et en plus, il y a des dialogues dans son histoire, quoi. C'est-à-dire que j'ai acheté les 3 premiers épisodes, à envoyer à mon filleul qui entre-temps lui-même est devenu dessinateur, donc celui qui avait 10 ans à l'époque et maintenant qui a 15 ans de plus. Et je les ai lus avant, on a tous fait ça, peut-être Ayo, non? Tu achètes un livre, oui, et avant de l'offrir, tu le lis. Oh, oui, mais pas trop quand même. Sinon après c'est plus vraiment un cadeau. non mais ça se vite. Non, je veux dire, avant de l'offrir, le temps que tu es dans la voiture, oui, tu feuillettes un peu. Curiosité, normal. Tu feuillettes, mais c'est tellement intéressant quand tu lis tout, quoi. et donc, je veux dire, pour moi qui parle de très loin par rapport au manga, moi je valide parce qu'il y a quelque chose qui me touche en fait dans la planète Taku. Donc, on sait que toi aussi tu t'es lancé dans la BD récemment avec Amore Corona. Oui, mais c'est notre histoire, même si Lusky, mon illustratrice, oui, elle vient du manga. D'accord. Mais c'est pas la même chose. Thierry, c'est vraiment du pur manga, donc c'est un autre univers. Nous, on est presque dans la BD classique finalement, qui est aussi un genre que d'autres personnes aiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Harry. Allez sur le crowdfunding de TND, quoi. J'ai partagé le lien sur le live de Radio Pays, donc vous pourrez y aller sur le crowdfunding Ulule pour pouvoir expliquer. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à son neveu, où il n'y a pas de. Bon, en fait, quand j'étais petit, comme j'avais à peu près le même âge que son neveu, ma mère c'était pareil. C'est-à-dire que elle, moi, je voulais lire les mangas. Et donc il y avait Dragon Ball, je voulais l'acheter, mais elle pareil, elle me disait oui mais il n'y a pas de dialogue et tout. Et le deal que j'avais réussi à passer avec elle, j'ai dit bon, si je prends un tome de Dragon Ball et je lis un livre en fait. Ouais. Donc à chaque fois que je prenais un manga, je lisais en fait, je prenais un livre Victor Hugo, je prenais des Molières, voilà, classique et les Molières. Si tu manges une pomme, tu auras droit à ton McDo. Exactement, voilà. D'accord. Et pour abonder dans le sens de Thierry, il faut savoir que pour beaucoup de jeunes adolescents, le manga c'est la seule lecture.
Donc c'est une manière de pouvoir commencer à avoir l'amour du livre, ne serait-ce que de collectionner des livres, de se faire une belle collection sur son étagère ou sur ce genre de choses. Donc contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas une culture qui est en train de disparaître, au contraire, c'est une culture qui est en pleine croissance. Hein. Je crois qu'en 2021, c'était un record pour la bande dessinée, 900 millions de bandes dessinées qui ont été vendues. Et c'est les puristes généralement, hein, les gens, les puristes du manga, qui vont réellement s'attacher au papier, avoir une collection avec tous les tomes, etc. C'est des collectionneurs. Totalement. Et par exemple, en 2020, c'était l'année de la BD. Ça veut dire que ça a été le ministère de la Culture, il a décrété l'année 2020 sous l'année de la BD. Donc en fait, c'est quelque chose de très actuel. C'est pas quelque chose qui est en perte de vitesse. Non, on est vraiment dans une croissance. Et effectivement, on a même s'il y a les réseaux sociaux et ce genre de choses, on n'est pas sur une perte de vitesse. On est sur quelque chose qui est rentable économiquement parlant, quelque chose qui connaît la croissance et quelque chose qui se démocratise de plus en plus, en fait. Contrairement à ce qu'on imagine, ça se démocratise. Est-ce que le manga ne subit pas une espèce de concurrence déloyale de la part des éditeurs américains qui sont très intelligents, qui observent tout ce qui se passe dans le monde et qui ont de manière graphique repris un peu les codes des mangas en sortant les BD, les DC Comics, en racontant les aventures un peu plus poussées des héros que nous voyons sur les films, les blockbusters, mais là ils ont poussé beaucoup plus loin les histoires. Et en comparant les deux, j'ai vu que les personnages avaient évolué graphiquement et que ça reprenait beaucoup de codes des mangas. Est-ce que ça ne va pas créer le trouble chez ceux qui commencent à peine à regarder les mangas et penser que ce sont des mangas mais made in USA? Non, pas du tout, parce que justement, en fait, l'émergence du manga, elle vient d'Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, il s'est inspiré justement des comics. C'est les comics qui lui ont donné envie, en fait, qui lui ont donné l'idée. Les comics de Stanley ou bien Ouais, de tous les comics, tous sur Marvel, oui, c'est surtout Disney. Disney, ouais. Ok. Surtout Disney à l'époque. Et en fait, lui, à la base, manga, c'est des estampes japonaises. Et lui, il a redéfini le terme de manga. Parce qu'avant, c'était des estampes japonaises, c'est images dérisoires. Oui. Donc, c'est vraiment des estampes, tout simplement. Des estampes, oui. Voilà. Et lui, il a redéfini le terme, c'est-à-dire qu'il a donné une nouvelle définition au mot, en s'inspirant, justement, des comics. Du coup, là, en fait, c'est un juste retour des choses, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe en art. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui va faire quelque chose, il y a un autre artiste qui va voir ça, il va prendre ce que l'artiste a fait, il va faire quelque chose d'autre, et ainsi de suite, en fait. Il y a quand même une limite entre le plagiat et l'inspiration. C'est réellement de l'inspiration, là. Oui, là, on est dans l'inspiration. Osamu Tezuka, il s'inspirait. C'est-à-dire que la différence entre le plagiat et comment dire, et l'inspiration, c'est-à-dire que celui qui plagie, il va juste prendre, en fait, ce que la personne a fait. Sans faire d'autres efforts dessus. Voilà, il va juste, ça va être du décalcage, du tracing et tout. Alors que celui qui s'inspire, il va voir ça, il va le prendre, il va l'ingurgiter, il va en sortir quelque chose qui sera de nouveau. C'est-à-dire qu'on va voir la référence, mais on verra quand même que... Voilà. Du coup, on voit la référence ici. Cette forme d'inspiration-là que je vous montre sur l'écran, c'est réellement... J'ai commencé à lire le manga en me disant, vu que tu suis les codes du manga, si ça se trouve, tu commences de la droite vers la gauche, comme les mangas. Et je suis tombée sur ça. Ça m'a fait rigoler tout à l'heure. Non, attention, sens de lecture français, vous êtes à la fin. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi de ne pas suivre ce sens-là, finalement, alors que les mangas, en tout cas les aficionados, savent que ça commence vers la droite, de la droite vers la gauche? Oui. Pourquoi pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que nous, on lit de gauche à droite. Oui. Et je m'étais posé la question avant de le sortir. Et c'est vrai que y a des mangas français qui, eux, justement, ils le font de droite à gauche. Les Japonais, ils lisent comme ça. En fait, donc c'est normal qu'ils le fassent. Mais moi, c'était pas pertinent. Et puis... ça affecte, en fait. Il y a certains lecteurs, ça les dérange absolument pas. Mais moi, ça me dérangeait en tant que, quand j'étais petit, j'avais des fois du mal à lire, à suivre, en fait. D'accord. Le sens des bulles, parce que justement, j'étais tellement habitué à lire de... Tout est de droite à gauche. C'est ça. Okay. Du coup, j'ai préféré le faire dans le sens de lecture normal, pour ne pas justement... Comment fédérer encore plus cette communauté, créer des événements, c'est souvent ça. Tu parlais de festival du manga qui est le grand rendez-vous et qui se fait chaque année. Ce festival qui permet également aux cosplayers de pouvoir venir. On peut imaginer, parce qu'il y a une communauté de cosplayers également, on peut imaginer qu'on puisse faire un événement comme ça, créer un événement comme ça en Guyane, pour déjà faire que les gens de la communauté puissent se rencontrer. Ah oui, totalement. Je pense que c'est dans les années à venir, ça sera effectivement une initiative à mettre en place parce que ce sont des moments
particulier. On arrive à faire la promotion de la manga culture, on arrive aussi à sensibiliser et faire la diffusion de l'offre sur le territoire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des boutiques, tout le monde a pu le constater, où on vend des statues, vraiment qui sont dédiées à la manga culture. Qui sont pas juste des statuettes de décoration. Totalement, ouais. C'est des collections, c'est des choses de ce style. Vous reprenez la Guyane 5-10 ans en arrière, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a 2 implantations où on a des lieux ciblés qui sont vraiment dédiés aux fans. Et si, comment dirais-je, ces lieux existent, c'est-à-dire que le modèle économique est rentable. Donc ça veut dire qu'il y a une population qui est réceptive à ce genre de choses. Et c'est là aussi le pari que l'on fait, parce que si on doit rentrer dans le technique, comme je dis toujours à Thierry, on a la possibilité de voir sur la campagne Ulule qui sont nos donateurs. Aujourd'hui, on est très suivi par le marché européen. C'est l'Hexagone qui est en priorité. À 80% nos donateurs et ses fans sont de l'Hexagone, mais ce serait bien que le projet soit porté par le territoire, parce que c'est là aussi Japan Expo, finalement, à la Japan Expo, je veux dire, c'est une vitrine qui va permettre de découvrir la Guyane, la culture du Jokan, et c'est réellement un rayonnement. Mais comment est-ce que vous faites pour y aller? Quel soutien est-ce que ce type de financement permet d'avoir finalement? C'est Thierry sur ses fonds propres qui se déplace. Beaucoup d'envie en fait. Voilà, beaucoup d'envie, c'est-à-dire Thierry sur ses fonds propres, on n'est pas spécialement accompagné. Aujourd'hui, on est en train de commencer à mener ces actions, d'essayer de se rapprocher de la CTG pour voir dans quelle mesure on pourrait être accompagné, mais que c'est quelque chose qu'on a essayé depuis 1 an et demi, 2 ans. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore mené ses fruits. On espère qu'on a le bras tendu, la main tendue vers la CTG, en attendant qu'on nous accompagne. Mais tout ce qui est frais d'impression et tout ça, dernièrement, on s'est partagé les frais d'impression. Entre la campagne, ça coûte combien? Alors une campagne, la dernière campagne, pour être très technique, la dernière campagne, c'est une campagne qui a coûté 7 500 € et 2 tiers de la campagne a été financé grâce au Ulule et 1 tiers de la campagne a été financé grâce à notre structure. Combien d'exemplaires? C'était 1000 exemplaires à une certaine époque, il y a quelques années. Chaque année j'essaie de le faire, sauf que je dilue. Du coup, là c'était en 2018, c'était 1000 tomes 1. D'accord. Après j'avais fait en 2019 500 tomes 2, 500 tomes 1. Et là, l'année dernière, c'était 250 de chaque. Enfin, 80 du tome 0. Tu réédites chaque année, chaque édition. Okay. On a un appel pour vous, messieurs. Radio Pays, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, oui. Oui, alors, je suis pas du tout fan de bande dessinée, ni de manga, ni de toutes ces choses-là. Bienvenue. Je suis plasticien malgré tout. Venant des Beaux-Arts, j'ai enseigné, etc. J'ai monté des expos à droite à gauche, etc. En fait, ce qui me plaît là-dedans, dans ce que j'entends ces 2 jeunes hommes, c'est la manière, alors je vais pas utiliser le mot produit, c'est un mot dégueulasse, mais la manière dont ils vendent, ils proposent, ils parlent du travail qu'ils font. Je trouve ça extraordinaire. Alors, je crois que je vous entends depuis le début, et j'ai pas le nom de... alors, pour le coup, du vendeur. Tiandi. Comment? Tiandi. J'entends pas bien. Tiandi. Vous étiez pas dans la politique un peu? Non, c'est Gamal au L'autre, oui. C'est Gamal le politicien. Moi, je suis l'artiste. Ah non, je parle du vendeur, je parle pas de l'artiste. Ah d'accord, de l'imprimeur. L'imprimeur co-éditeur. Comment Imprimeur co-éditeur. Parce qu'en fait, Thierry édite ses œuvres à partir de NetArt. Et donc moi, je suis co-éditeur en fait. Pour bien vous situer, vous n'étiez pas un temps dans la politique? C'est ça, c'est bien lui. C'est bien ça. Je connais, c'est José Legrand, je connais. Ah oui, monsieur Legrand, comment allez-vous? Là, tout doucement. Ah bien écoutez, je crois que je vais chercher à prendre votre contact, parce que franchement, bravo. Et aussi, appuyer sur l'idée qu'il faille absolument se former. Se former, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire bousculer par, quelqu'un au-dessus de vous, qui est une sorte de prof, de sachant, et non s'aventurer comme ça. Alors il y en a qui réussissent, ce qu'ils appellent autodidacte, il y en a, mais c'est très rare. Mais par contre, travailler, et le parcours qu'il a fait pour... alors le nom du dessinateur, je l'oublie, mais le parcours montre que quelqu'un extrêmement déterminé. Aller au Japon, voir comment c'est, rentrer dans les trucs de moine, etc., c'est un truc de malade. Mais enfin, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup, José Legrand. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, messieurs. Pour ceux qui veulent... qui ont été convaincus aujourd'hui, ou bien qui ont été informés, on va voir ça comme ça, qui ont été informés et qui veulent commencer à rentrer dans la culture manga. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Vous leur conseillerez quoi? Quelle est la première étape?
Alors, pour comprendre. Moi, je me permettrais déjà de conseiller tout le monde. C'est-à-dire que tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir, même si vous n'avez pas l'intention d'aller vers la culture manga, c'est une œuvre du territoire. Cette action, c'est une action qui est ambassadrice du territoire, de la culture du territoire, qui est une œuvre culturelle guyanaise. Donc, à ce titre-là, pour valider les différentes actions des différents artistes, eh bien, on valide déjà sur les réseaux sociaux, on va chercher la campagne Ulule si on peut participer, on va chez les différents libraires où les tomes sont présents, on se rapproche de l'artiste via ses réseaux sociaux pour, comment dirais-je, lui mettre un petit j'aime pour valider numériquement son action. Et c'est vraiment pas uniquement ceux qui sont sensibles au manga, mais vraiment tout le monde. Toute la société guyanaise doit s'emparer du sujet et nous accompagner dans ce dossier, parce que de cela on sera plus fort lorsqu'on tentera de mettre en place des partenariats. De cela on sera grandi aussi, de pouvoir mettre en œuvre des choses, notamment avec la CTG. Cette année on a encore la Japan Expo. C'est encore un coup d'être présent à la Japan Expo. L'année dernière... C'est quand? C'est dans bientôt? C'est dans quelques semaines? C'est en juillet. Ça va arriver très vite. L'année dernière, Thierry s'est décidé à la dernière minute de participer au Caribule. Donc il était encore une fois une présence guyanaise au Caribule. Ce sont des événements où, vous savez, si Thierry n'est pas présent, eh bien tout simplement on fait la politique de la chaise vide. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire que ce territoire a du talent, que ce territoire est capable de proposer des choses, et lorsqu'on participe à ces événements, on représente le territoire guyanais. Et j'insiste sur ce que a dit le monsieur juste avant, c'est le fait de la formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'initiative de Thierry va susciter aussi des vocations de dessinateurs qui vont se dire, ah tiens, il y a un modèle économique qui est possible, je pourrais en faire mon métier, je pourrais gagner quelque chose de ça, je pourrais vendre mes idées, je pourrais assumer mes valeurs, parce que dans les livres aussi, il y a des valeurs, il y a des parties prises sur les valeurs et autres. Eh bien, on va susciter aussi des vocations. Donc l'objectif aussi en termes de formation et autres, c'est de savoir que cette initiative, elle aura vocation aussi à tout simplement susciter de nouvelles formations. Et c'est pour ça que j'ai insisté au départ que c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a été à l'école. On se lance pas non plus comme ça dedans. Oui, effectivement, il y a des autodidactes, mais là, il y a un parcours, il y a un itinéraire structuré vers l'accomplissement d'une œuvre. Est-ce qu'il ne manque pas, on sort justement du prix de la Caraïbe, prix Caraïbe de la Caraïbe et du tout le monde, est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui dans l'espace caribéen français des prix qui soient dédiés aux bandes dessinées? Parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, de producteurs de bandes dessinées, mais en regardant un peu ce qui s'est fait sur les 10 dernières années, aucun créateur de bande dessinée n'a été récompensé, alors que paradoxalement, on n'a jamais vu autant émerger de créateurs de bande dessinée. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer de prix également qui permettrait une vision, une exposition supplémentaire? Oui, carrément, faudrait le faire. C'est d'ailleurs, c'est l'idée que j'avais eue avant. Je voulais en fait faire... c'est un peu ce que je fais en fait justement avec mon œuvre. Je le fais dans mon œuvre du coup. C'est pourquoi pas créer un événement justement avec toute la Caraïbe, donc avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et rassembler en fait tous ceux qui créent des mangas, des bandes dessinées ou autres, et puis faire donner des prix en fait. Donner un nom de prix, ça peut être n'importe quoi, comme les Oscars, mais lié à la bande dessinée, ça pourrait se faire. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être vraiment sympa. Et ça pourrait permettre d'émerger aussi, faire connaître un peu plus certaines œuvres. Ensemble, on est toujours plus fort, et ça, il faut qu'on puisse l'appliquer à tous les domaines que nous souhaitons voir évoluer en Guyane. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Je vous souhaite vraiment du courage pour cette belle aventure. La BD, elle coûte combien? 14,99. Les gars, 15 €. 15 € les gars. 15 €. On en parle ou quoi de ces 15 €? Je vous rappelle que le ticket cavalier est à 20 €. Oui. Voilà. Réellement. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, à très bientôt. Et vraiment beaucoup de courage. Ayo de retour à 13h pour le grand journal. Le grand journal de 13h et puis les flashs de 16h et de 17h. Mais également demain matin dès 8h20 dans le supplément. Demain... Le TCSP. Oh oui, les... et les travaux qui vont effectivement devoir bloquer certains axes de Cayenne. Mais l'avantage, c'est que après nous aurons un TCSP, c'est-à-dire un transport en commun en site propre qui permettra de desservir les grands lieux de la Guyane. Et c'est pour ça que je l'aime, Ayo, parce qu'elle est optimiste, les amis, et qu'elle nous fait passer la pilule comme ça tranquillement. Parce que ce matin, j'imagine que comme moi, vous avez été surpris de voir que le chemin habituel que vous preniez près de la piscine Mariam était là. Mettez-boucher les habits. On va en parler demain sur Radio Pays. Non, pas demain. Et vous pourrez poser vos questions. Passez une très bonne journée. Bonne journée à vous. Tous les matchs, un seul terrain.